Bonjour ou bonsoir à vous tous. Merci d'être encore avec nous. Vous êtes dans le Monde en 7 et nous sommes le samedi 20 avril 2019. On va évoquer dans cette émission du jour 4 sujets. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. 3 mois après sa prise de fonction, le pays n'a toujours pas de Premier ministre, encore moins un nouveau gouvernement. Nous verrons ce qui se passe là-bas. Nous irons également au Bénin, le Bénin où les élections législatives sont programmées pour le 28 avril prochain. Élections sans l'opposition. L'ancien président Thomas Boni Yayi est sorti de son silence pour mettre en garde. En seconde partie, on va parler du Togo. Le Togo, on évoquera le Parti démocratique panafricain qui a changé de président, le PDP de père en fils. Qu'est-ce qui va changer? Et puis on verra également la question des réformes, la question qui sera sur la table de la commission des lois du Parlement à partir de mardi prochain. Voilà donc le menu du jour pour cette première partie. Je reçois pour évoquer la RDC et le Bénin, le RD congolais qui a l'habitude de passer dans cette émission, Ruben Monama Bosenjo. Bonjour. Bonjour Samuel. Merci d'accepter l'invitation. Écoutez, s'il faut parler de son pays, on est toujours prêt. Et je pense que c'est une belle occasion pour permettre à l'Afrique de découvrir ce qui se passe chez nous. Vous êtes le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section Togo, et Victor et Olivier Alabi, béninois, expert en communication. Bonjour. Bonjour cher Samuel, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir. On commence avec la République démocratique du Congo, je l'ai dit 3 mois après la prise de fonction de Félix Tshisekedi qui a opéré la première passation de pouvoir pacifique dans ce pays. On attend toujours le nom du nouveau Premier ministre et la formation du gouvernement. Les choses ne se précisent pas, en tout cas entre le nouveau président et son prédécesseur, Ruben Monama Bosenjo. On a l'impression que la lune de miel est terminée. Non, pourquoi la ligne de miel peut vraiment terminer aussi vite que ça? Non, ce n'est pas ça. Est-il que, vous savez, d'abord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de FCC, on doit aussi parler des caches. Oui. Parce que le FCC et les caches constituent la majorité présidentielle. Vous voyez? Et cette majorité doit s'attendre. Et tant bien même qu'il y a le FCC qui est à côté cash, mais aujourd'hui on ne parle plus parce que l'opposition, il y a la Mouka et autres. Ouais. Vous comprenez? Ils sont ensemble et il y a des enjeux qu'il faut tenir compte. Nous devons comprendre que le Premier ministre doit sortir de l'opposition. Et non plutôt de la majorité parlementaire. Or, cash, non pas du FCC aujourd'hui parce qu'ils ont fait une coalition, ils sont ensemble. Donc il peut sortir des cash, il peut sortir aussi comme du FCC. Mais il y a quand même des attentes. Je pense que le président sortant Kabila veut avoir au moins certaines garanties. Oui. Mais de l'autre côté aussi, la population regarde. Parce que Félix Tshisekedi ne peut pas aussi accepter une candidature venant du président Kabila, de l'ex-président, pour pouvoir ternir son image. Oui. Il y a des personnalités qui ne peuvent plus vraiment être sur la scène politique congolaise. Et entre autres, il faut comprendre, je ne citerai pas les noms, mais il faut comprendre que Tshisekedi, le président Tshilombo, veut vraiment voir un Congo nouveau. Ouais. Il veut une personne qui n'a pas des antécédents sur la malversation financière ou des personnes qui ont conduit autrement le pays d'une manière dictatoriale. Donc, il veut qu'il y ait des personnes. Et je sais, moi, personnellement, je me dis, écoutez, au niveau du FCC, il y a des personnes qui sont sans tâche. Oui. Il y a des personnes qu'on peut facilement proposer. Mais là aussi, il y a un combat parce que le FCC, c'est tout un groupe. Oui. Il y a le PPRD, il y a d'autres partis qui sont là et chacun veut voir son mentor passer à la présidence. Voilà un peu ce qui crée un peu de difficultés. Qui sera là, qui ne serait pas là. Mais nous pensons que déjà, hier ou bien aujourd'hui, je pense qu'ils sont arrivés à un consensus. Peut-être dans quelques jours, nous verrons le Premier ministre. Mais Olivier Alabi, ce qu'on peut dire en tant qu'observateur de loin, c'est que 3 mois après avoir pris des fonctions, si on n'a pas de Premier ministre, c'est que c'est difficile à trouver pour le moment. Ça, c'est clair. Je pense que nommer un Premier ministre après une élection présidentielle ne devait pas aussi tarder parce que c'est quand même la gérance des affaires de la cité. Et ne pas avoir un Premier ministre après ces élections, c'est forcément que ça cache des choses. Et vivement que cette majorité présidentielle, cette mouvance puisse s'entendre pour sortir vraiment la fumée blanche afin que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations et
pouvoir gérer les affaires courantes. Alors maintenant, ici, le problème qui se pose, est-ce que ce n'est pas parce qu'au niveau du FCC, on veut forcément que ce soit celui qu'on a proposé à Félix Tshisekedi qui soit désigné? Non, il faut d'abord comprendre que le FCC ne peut pas imposer aujourd'hui au président Félix Tshilombo Tshisekedi. Tout simplement parce que, comme mon ami vient de le dire, il faut gérer les affaires courantes. Oui. Mais je dois aussi dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi a plus de 100 conseillers présidentiels. Et chaque ministère a au moins 6 personnes au niveau de la présidence. Donc, si les FCC traînent, ou bien si les FCC ne veulent pas comprendre ce que le président de la République demande, je pense que les choses fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, tout marche. Il y a les conseillers du président de la République qui font tout. Il y a au moins un gouvernement qui gère les affaires courantes en attendant les changements. Ouais. Mais Tshisekedi, le président Tshilombo Tshisekedi connaît à qui il place confiance. Donc, il travaille avec ses conseillers et tout marche. Nous attendons, nous attendons. C'est pas aussi comme s'il avait vraiment le choix, hein, parce que vous avez un pays où, au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, au niveau des gouverneurs, au niveau des provinces, oui. Le FCC a tout raflé. Oui, le FCC a tout raflé. Ça, c'était prévisible. Ça, on s'y attendait. Déjà, lors des élections, lorsqu'on avait déjà proclamé, moi, personnellement, je n'avais pas regardé la proclamation du président de la République parce que j'avais compris que le FCC avait tout pris. Mais pendant ces temps-là, le génie congolais est là. Les Congolais essayaient aussi de réfléchir comment contrecarrer ces rafles-là de toutes les instances de la République. Aujourd'hui, on peut avoir des présidents, aujourd'hui, on peut avoir les FCC partout, mais ils doivent travailler selon la vision politique du président de la République. Parce que c'est celui qui signe, c'est lui qui a la signature, c'est celui qui a les derniers mots. D'où, dans leur coalition, ils veulent au moins voir les gens changer. Moi, je me dis aujourd'hui, le FCC doit beaucoup faire attention parce qu'il y a 18 ans de pouvoir. Et lorsque je vois, c'est que dans moins de 100 jours, bien dans 100 jours que le président, les réalisations, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces 18 ans? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté politique qui doit aussi jouer. Ils savent très bien que le peuple ne les aime pas. Ça, ils doivent comprendre. Il y a une minorité qui est derrière ces groupuscules-là. Et cette minorité, c'est juste pour chercher de l'argent, bien parce que c'est un frère, c'est un cousin qui est aux affaires. Mais ils le savent très bien. Donc aujourd'hui, la population congolaise est derrière le président Tshilombo Tshisekedi. Les gens qui veulent le changement, les gens qui ont vu... Il y a quand même des signes positifs. À partir de ces signes-là, il y a même certaines personnes qui étaient encore entrées, donc des indécis, qui se rangent derrière le changement. On voit aujourd'hui au changement, le changement, c'est derrière cache. Il y a l'UNC et l'UDPS qui constituent une force de changement. Et ce changement est palpable. On sait le voir. Et aujourd'hui, si le FCC veut faire la tête, même si on a un gouverneur de FCC dans un pays, dans une province donnée, s'il ne se comporte pas selon la vision du président de la République, écoutez, le peuple va se prendre en charge et le peuple peut l'attaquer. Alors, on en a déjà vu d'ailleurs. Alors, Olivier Aladi, là, quand on est du FCC, le parti, enfin la coalition qui soutient Joseph Kabila, et qu'on contrôle tout, comme je l'ai dit, Sénat, Parlement, province, gouverneur, on a la même mise sur tout, mais on a aussi envie que ce soit l'homme qu'on propose que le président choisisse, en fait. C'est évident. Je pense que l'ex-parti au pouvoir n'avait pas fait les choses à moitié. Ils savent pourquoi ils ont tout fait pour pouvoir avoir toutes les autres institutions d'État à leur guise. Et ce n'est pas fait à dessein. C'est pour pouvoir contrôler au moins une bonne partie du pouvoir. Et je pense que les deux hommes forts de la RDC aujourd'hui, le président sortant et l'actuel président, doivent s'entendre, doivent transcender les égos et savoir que le peuple attend beaucoup d'eux et que le peuple a mis beaucoup d'espoir en ce nouveau président et qu'il n'a pas droit à l'erreur. Mais est-ce que là, ce n'est pas là où se trouve le grand problème? Pouvoir s'entendre, parce que derrière Joseph Kabila, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de lâcher la main aussi. C'est clair, puisque c'est les intérêts qui sont en jeu. Après 17 ans de pouvoir, je pense qu'il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir quitter les choses aussi facilement. Il y a les habitudes qui sont restées et qui sont restées têtues. Mais je pense que dans un sursaut, quand on a un sursaut patriotique, on doit pouvoir entendre raison et savoir que le peuple aspire à un changement. Et à partir de cet instant, je pense qu'il vaut mieux laisser un peu le peuple, quand on dit qu'on veut servir, et s'exprimer, parce que
le président Kabila, aujourd'hui, lui-même, il sait en son âme et conscience que le peuple, aujourd'hui, n'est plus avec lui et que le peuple veut voir autre chose que ce qu'il a vu pendant 17 ans. Après cet instant, je pense qu'il avait déjà réussi un premier pari, celui de laisser le pouvoir en douce, au moment où tout le monde s'attendait le moins. C'est déjà un grand avancé. Maintenant, je crois que c'est le plus difficile, c'est ce que nous avons en face là, c'est-à-dire s'entendre. C'est déjà bien. Maintenant, c'est vivre ensemble pendant longtemps qui est le plus difficile. Et c'est là où se pose le problème. C'est pour ça que je dis que les deux ont l'obligation devant l'histoire de pouvoir s'entendre et de pouvoir bien gérer le pouvoir, en tout cas ces cinq prochaines années, je pense. Et je pourrais même ajouter dans ce qu'il dit, je pense que c'est aussi une occasion pour les FCC de redorer les blasons. Tout à fait. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment à serrer ou bien à tenir ferme, mais sur certains points, ils doivent se dépasser. Ils doivent dire, écoutez, nous avions déjà travaillé et les gens nous reprochent de certaines choses. Maintenant, nous devons travailler autrement pour attirer la population. Et là, je pense que les choses peuvent aller. Mais jusqu'à aujourd'hui, puisque nous parlons quand même de 3 mois après la présidentielle, vous savez, sous d'autres cieux, dès qu'un nouveau président arrive, dans les jours qui suivent, vous avez un Premier ministre et on attend peut-être une semaine après, on a un gouvernement. Nous parlons là de 3 mois qui viennent de s'écouler. Oui, 3 mois, écoutez, je pense que c'est pour rire, hein. La Belgique en a fait combien? Après tout, c'est notre métropole. Après tout, c'est notre métropole. Donc, nous suivons au moins nos oncles, comme on les dit. Bon, ça, c'était pour rire. Mais est-il que je pense que c'est vrai, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. On peut penser que les choses ne marchent pas comme on le veut. Ça fait quand même trop, ça fait des trop, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui attendent. Tout le monde ne peut pas aller travailler à la présidence. Il faut que les choses bougent. Mais comme aujourd'hui, nous avons déjà le bureau de l'Assemblée nationale qui sera voté, je crois, mardi. Ce bureau aussi fait problème. Oui, ça fait problème parce que au niveau de... Ça, c'est au niveau du FCC. Ouais. Hein, parce que ils veulent tout. Ils donnent juste un seul à Lamouka. Lamouka dit non, je dois avoir 2. Parce que Lamouka a réussi au niveau de Boutembo, de Béni et autres à avoir des élus là-bas. Vous savez, qui vont voter? C'est ça le problème. Qui vont voter? Lorsque vous parlez même qu'il y a eu rafle de tout le poste et tout ça, qui vote? Qui sont majoritaires? C'est le FCC. Alors, lorsqu'on donne... Lamouka d'abord a décliné l'offre. C'est que je n'ai pas apprécié. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut éviter la politique des chaises. Ça ne paye pas. Bon, Lamouka demandait 2, mais on lui donnait un seul. Oui, mais il pouvait prendre. Il pouvait prendre et faire avancer les choses. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les déplacements de commandant du peuple, comme on l'appelle, Fayoulou, je pense qu'il draine quand même la foule, bien qu'à l'extérieur. Maintenant, nous allons voir un peu son retour au pays, comme il promet un meeting. Nous verrons si les gens sont toujours derrière lui, et ça sera une très bonne chose. Alors, de ces côtés-là, je pense que, comme on aura déjà un bureau de l'Assemblée, je pense que, vouloir ou pas, d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours, nous aurons un Premier ministre. Oui, on aura un Premier ministre parce que c'est un peu de trop et ça commence à fatiguer. Et je sais que dit aujourd'hui, le président Tshilombo aujourd'hui s'est décidé d'écouter, bon, si vous ne voulez pas, je vais voter dans la majorité. Il peut prendre une personne de cash pour le placer Premier ministre. Les FCCP parlaient, mais la population va acclamer, la population sera derrière, la population va accompagner le Premier ministre. Et là, s'il y a des troubles, je pense que le FCC n'a pas droit à l'erreur. Mais on n'oublie pas quand même que le FCC, nous disons, est très majoritaire au Parlement. Oui, très majoritaire. Il peut démettre facilement un Premier ministre. Écoutez, aujourd'hui, nous avons déjà vécu cette histoire en RDC entre Lumumba et Kasavubu, tout ça. Nous connaissons les rouages. Mais aujourd'hui, le vrai problème, qui a la population derrière lui? Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui... Bon, la population... Non, j'en viens. Non, c'est parce que ce débat, ça revient, mais la population s'est exprimée dans les urnes. On a un président, mais on a une forte majorité qui appartient à l'ancien pouvoir. Nous connaissons ce qui s'est passé. On ne veut plus y retourner. Mais nous savons au moins aujourd'hui, la population, d'abord, le président a donné l'ordre aux forces de sécurité de ne plus brimer la population comme cela se faisait auparavant. Et ça a donné une force. C'est là où se repose la force de Tshilombo, du président Tshilombo. Donc le président Tshilombo peut aujourd'hui dire, voilà, je vote tel. Et une fois que le FCC peut faire des déclarations, mais la population risque de la prendre en charge. C'est ça le vrai problème. Donc moi, je pense, si j'étais conseiller du président sortant, je lui dirais, laisse faire.
écoute ce que le président actuel propose et donne-lui. Le FCC a tellement de personnes. Il peut prendre, il y a des perles au niveau du FCC. On peut nous placer une personne que l'on ne connaît même pas, mais pas les gens qui ont déjà travaillé à la Banque centrale, les gens qui ont été ministres. Non, on n'en a pas besoin. Donc, ils ont tellement quand même des gens d'expérience aussi. Mais qui vous dit qu'ils n'ont pas d'expérience? Ils ont travaillé, mais ils étaient dans l'ombre. Ils étaient dans l'ombre, ce sont des personnes qui ils étaient dans l'ombre. S'ils me proposent même de donner un nom, je leur donnerai un nom. Il y a des gens qu'on connaît bien, qui peuvent bien travailler. Alors maintenant, donc, voilà. Olivier Alabi, il est aussi difficile d'avoir un Premier ministre. Qu'est-ce qu'il en sera pour former tout le gouvernement? C'est là où tout le problème se trouve. Je pense que si déjà, pour choisir le chef du gouvernement, on a passé 3 mois, je ne sais pas ce qu'il en serait quand il sera question de former le gouvernement. Je suis sûr que ce serait un tiraillement. C'est là où je reviens sur mes propos de tout à l'heure. Il faut que les deux personnalités arrivent à s'entendre sur le minimum et considérer que le plus important, c'est le peuple. Mais il s'agit aussi de politique. Voilà. L'entente en politique, c'est très difficile. Hein. Tout le monde le dit, mais c'est difficile de l'avoir. Oui, c'est vrai que ici, nous sommes en politique et c'est vrai qu'en politique, c'est au toi, je m'y mets. Mais je pense qu'à un moment donné de sa vie politique, il faut savoir raison garder et se dire que l'intérêt supérieur doit être au-dessus de l'intérêt personnel. Parce que quand on dit président, premier ministre, vous ne venez pas pour vous servir, mais vous êtes des serviteurs du peuple. Maintenant, quand le peuple ne se reconnaît pas en vous, ayez l'aimabilité puis l'humilité de vous éclipser. On ne peut pas faire mon bonheur contre ma volonté. Donc, c'est là où se trouve tout le problème. Les deux personnalités ont, devant l'histoire aujourd'hui, l'impérieux contrainte de s'entendre. Ils n'ont même pas d'autre choix. Sinon, c'est que l'effort qu'on a fait, l'effort que Kabila a fait à cette élection-là pour s'éclipser, serait vain. C'est-à-dire que ce serait inachevé. Du coup, il faut que les deux s'entendent pour que tout se passe bien, qu'on ait un Premier ministre d'ici à là, et que le gouvernement soit formé. Même ça ne donne même pas de crédibilité au pays. Même les bailleurs de fonds, vous n'êtes pas crédible même devant les bailleurs de fonds. Bon, tout à l'heure, l'ami disait qu'il y a des conseillers, il y a la présidente qui gère l'affaire couronne. Ils vont gérer l'affaire couronne pendant combien de temps? Je ne vois pas ce bailleur de fonds qui est prêt à aller investir dans un pays qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas de Premier ministre. Ça ne tient pas. Pendant 3 mois, ça ne tient pas. Donc, les deux ont l'impérieux devoir de s'entendre et de faire marcher les choses. Et nous savons aussi depuis longtemps, écoutez, ce n'est pas le Premier ministre, il est le chef de l'exécutif, mais le président est toujours là. Les conseils de ministres, ce n'est pas le Premier ministre qui gère tout, c'est le président qui préside. Je pense que même au niveau du président Chilombo, il doit accepter aussi une personne que les FCC, si la personne n'a pas assez de griefs dans le passé, il peut l'accepter. Parce que tout récemment aussi, il avait déjà nommé quelqu'un proche du FCC et ça avait créé un tollé. Je pense un conseiller à la sécurité qui avait créé un tollé. Oui, tout à fait. Ils sont sortis lui demandant... Voilà. Donc, il y a la population qui est en train de regarder. C'est d'abord la population. Et le président Chilombo le sait très bien. Le peuple est d'abord. Vous voyez, lorsqu'on a un regard de la société civile, on ne veut pas être ni à gauche ni à droite, on sait regarder la position, le bien de la population. Nous pensons que aujourd'hui, qu'on les veille ou pas, nous devons avoir un gouvernement. Et qu'on les veille ou pas, les FCC doivent faire un effort de comprendre le président de la République. Parce que c'est sa politique. C'est sa vision. C'est lui qui est le président. C'est lui qui a la dernière signature. On avait peut-être un peu sous-estimé le président Chilombo, ignorant qu'il y a le docteur Kamere Vital qui est là. C'est un grand routier. C'est un politique qu'on ne pourra même pas aujourd'hui... C'est de la trame de ce qu'on appelle les animaux politiques. Voilà, oui. C'est vraiment les animaux politiques, comme vous le dites, Samuel. Donc, je pense que Kamere ne parle pas, mais il connaît bien, il connaît la maison. Kabila, et il connaît la maison Tshisekedi, il connaît la maison Lamouka, il connaît un peu tout. Je pense que c'est à lui qui repose aussi cette responsabilité de pouvoir ramener les gens, comme on l'appelle pacificateurs, d'amener tout le bord
pour qu'on puisse avoir très vite un Premier ministre. Et moi, je crois en lui, je pense qu'il y aura quelque chose de bien. Alors, nous avons évoqué également le gouvernement, ça sera carrément autre chose là. Oui, les problèmes du gouvernement, écoutez, aujourd'hui, parce que là, il y a de grands nous avions défense, sécurité, affaires étrangères, économie. Mais vous savez, on peut aujourd'hui arriver à partager aussi. On peut aujourd'hui on peut donner ces ministères régaliens, mais ça serait de coquilles vides. Ça peut être on vous place ministre de la Défense. Mais en réalité, il y a un autre ministre de la Défense qui est là. Il y a un autre qui travaille dans l'ombre. Moi, je pense que vous voyez, la politique, c'est un petit jeu qu'il faut seulement aller vite et puis savoir placer les pions. On peut leur donner les ministères on peut donner à celui qui veut, non, je veux ceci. On concède, on lui donne, voilà, vous avez tel ministère. Mais est-ce que ces ministres-là pourront travailler seuls? On peut leur imposer des vice-ministres. Oui. Et ce sont les vice-ministres qui ont plus de pouvoir. Et le ministre qui est le ministre de la Défense, qui ne voit jamais le président de la République, mais il a un vice-ministre qui voit le président comme il veut et qui reçoit tout du président. Vous voyez, moi je pense qu'il faut qu'on aille vite parce que la population en a marre, la population est fatiguée. Le président Chilombo vient de faire une tournée aux États-Unis et il y a des investisseurs qui veulent bien venir, comme l'ami vient de le dire. Et ces investisseurs doivent quand même comprendre qu'il y a stabilité, qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe très bien au pays. Donc, il y a un gouvernement. Donc, cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine que nous allons commencer, je pense qu'on aura un Premier ministre. Mais il est aussi important pour le président Félix Tshilombo Tshisekedi de reprendre quand même la main parce que, je ne cesse de le rappeler, il ne contrôle rien pour le moment. Il doit reprendre la main. Ça, c'est clair. Et c'est pour montrer qu'il est en train de reprendre la main, qui s'oppose à la nomination du Premier ministre que Joseph Kabila lui propose. Il aurait dû accepter, mais il sait pertinemment que peut-être s'il accepte ce qu'on lui propose, qu'il n'aura plus de marge de manœuvre. Et que peut-être il se verra à dos, il aura à dos toute la population congolaise. Et c'est là où il refuse, et il pose son droit de veto. Parce qu'après tout, aujourd'hui, c'est lui qui pose la ceinture. Même si Kabila propose un Jésus qui vient de nulle part, je ne sais pas, il faut que cette nomination soit validée par le président de la République. Donc, je pense que c'est vrai, aujourd'hui, quand on voit à la Sénat, au Parlement, qu'il n'a pas grand-chose, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'il n'a pas la main, mais qu'on veuille ou pas, c'est lui le président de la République, c'est à lui que revient le dernier mot, jusqu'à ce que le Parlement, peut-être, ou bien le Sénat ne décide autrement de son sort. Mais il reste aujourd'hui le seul maître à bord. Et je pense qu'il doit montrer au peuple et à la communauté internationale que c'est lui le président, aujourd'hui lui le président de la République et que ce n'est plus Kabila. Mais très honnêtement, oui. Moi, je m'inscrirai en faux lorsque vous dites qu'il ne contrôle rien. Non, en tout cas, je m'inscrirai en faux parce qu'aujourd'hui, il a même donné l'ordre qu'on puisse convoquer la Cour supérieure, la magistrature, oui. Il a demandé qu'on les convoque. Je pense qu'il a commencé à remanier. Et il a dit dernièrement, même pour les militaires, il va chercher à remanier pour qu'il y ait la paix au pays. Écoutez, c'est lui le président, qu'on le veuille ou pas. C'est pour laquelle aujourd'hui, je dis à mes amis, écoutez, on va s'opposer jusqu'où? C'est lui le président, vous allez compter l'opposition jusqu'où? Donc c'est lui le président. Si vous étiez dans l'opposition avec Kabila, aujourd'hui, vous devez être derrière Cash. Derrière, parce que vous avez voulu le changement à la tête du pays. Il y a maintenant un pays. Écoutez, il y a maintenant plutôt un président à la tête. Un président qui ne vient pas du FCC, quand bien même qu'il est maintenant en coalition. Mais écoutez, venez, construisons ensemble. Et surtout qu'il a bien dit, le président de l'INC, le docteur Vital Kamerhe, a dit, cette fois-ci, nous allons amener les Congolais à haïr la politique. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous l'époux, l'épouse, le beau-fils, la belle-fille, les fils, tous au Parlement? Oui, ça ne marche pas parce que maintenant, aujourd'hui, les gens pensent que... Donc, en RDC, pour avoir de l'argent, il faut faire la politique. Et parce qu'il y avait tellement l'impunité. Mais aujourd'hui, avec impunité zéro, je pense que certaines personnes vont se retirer. Même tous ces ministres-là, tous ces gouverneurs-là de l'IFCC, des gens qui ont travaillé dans le passé, je pense qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Qu'on leur offre un peu bénéfice des doutes, je pense qu'il faudra encore mieux. D'accord. On va passer maintenant au second sujet. C'est le Bénin voisin. Au niveau du Bénin, c'est les élections législatives qui sont programmées pour le 28 avril prochain. Des élections qui, pour la
première fois de l'histoire de ce pays, cité jusque-là comme un grand exemple démocratique, eh bien, ces élections vont se dérouler sans l'opposition. Il n'y a que 2 listes qui sont en course et ces 2 listes soutiennent le président de la République, Patrice Talon. Des anciens présidents sortent de leur silence, notamment le docteur Thomas Boni-Yayi, qui était silencieux depuis qu'il a quitté le palais de la Marina. Il s'est exprimé en une conférence de presse. On va suivre le reportage et puis on revient tout de suite pour le débat. Des législatives sans l'opposition, Boni-Yayi, l'ex-président béninois, dit non. Pour la première fois, après la fin de son mandat en avril 2016, le prédécesseur de Patrice Talon sort de son silence. Il demande l'arrêt du processus électoral qui doit conduire les Béninois aux urnes le 28 avril prochain. Mes très chers compatriotes, il ne saurait y avoir d'élections législatives au pays de Bianzin, Kaba, Pioguera, sans l'opposition. Ensemble, dans la cohésion nationale et dans un sursaut patriotique, gagnons le pari d'un Parlement inclusif pour garantir la stabilité, la paix. Il y a 5 ans, 20 listes ont été présentées aux électeurs pour choisir 83 députés. Cette fois-ci, seuls 2 partis apparentés au pouvoir en place ont été autorisés par la commission électorale à présenter leur liste. C'est la première fois que les partis d'opposition ne participeront pas aux législatives au Bénin. Je dis bien, en conséquence, j'en appelle au sens élevé de l'État et de responsabilité du président de la République, M. Patrice Talon. Je l'invite à prendre toute la mesure de la gravité de la présente situation, qui ne nous honore guère, et à arrêter le processus électoral en cours. L'opposition craint que Patrice Talon ne profite d'un Parlement totalement acquis à sa cause pour faire passer des réformes constitutionnelles. La tension est lourde et l'opposition ne peut engager un bras de fer avec le pouvoir. Les autorités ont interdit le dernier mouvement de protestation lancé à l'appel de l'opposition début avril. Voilà donc pour ce qui se passe au Bénin. Victor-Olivier Alabié, est-ce qu'on peut dire quand même que pour la première fois de l'histoire du Bénin, on sent un certain recul de la démocratie? Je pense que c'est bien triste, mais c'est exact. Aujourd'hui, on peut, après 30 ans de pratique démocratique, après avoir été le berceau de la conférence nationale en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire dans toute l'Afrique, je pense que c'est avec un pincement de cœur que je dis que le Bénin est descendu de son piédestal quand on parle de la démocratie. Il n'y a plus rien. Je vous assure, il n'y a plus rien parce que dans la chair, dans la peau d'un Béninois, je ne sais pas ce que quelqu'un peut ressentir quand il voit ce qui se passe là au Bénin. Quand il écoute tout ce que les presses internationaux disent sur le pays, je pense que ça donne à réfléchir et ça n'augure pas d'un lendemain meilleur pour le Bénin. Ruben Boussendou, vous qui suivez cette situation au Bénin en observateur, qu'est-ce que vous en dites pour ce pays qui était cité jusque-là comme modèle démocratique? Oui, je dirais aussi que c'est triste. C'est triste. D'abord, je me pose la question parce que lorsque le président Talon avait le pouvoir, juste au début, il a effectué un voyage au Rwanda. Je pense qu'il avait fait 3 jours. Je ne sais plus, c'est 3 jours. Oui, il a fait 3 jours. Il a fait 3 jours. Il avait dit qu'il allait apprendre comment développer le Bénin. Je me dis, c'était comment venir changer les choses ou bien comment faire progresser le Bénin? Parce qu'au retour du Rwanda, c'est là où il avait pris la décision d'abolir le visa. D'annuler les visas, donc les Africains ne peuvent plus rentrer au Bénin avec visa. C'était déjà quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, je crains. Ça, c'est juste une manière de voir. Je me dis, écoutez, qu'est-ce qu'il a appris au Rwanda? Parce qu'aujourd'hui, le Bénin risque de devenir Rwanda de l'Afrique de l'Ouest. Mais écoutez, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que moi, je me dis toujours, lorsque je fais des voyages au Bénin, on discute avec les Béninois, je leur dis, vous avez trop la gueule. Hein, vous avez trop la gueule. Ils me disent, non, chez nous, c'est comme ça. Mais à voir ce qui se passe, je ne reconnais plus les Bénins, je ne reconnais plus les Béninois. Et là aussi, il faut aussi se dire que je crains. Hein, c'est en Afrique.
Les gens qui parviennent au pouvoir difficilement, et des fois, lorsqu'ils prennent les choses en main, déçoivent très vite. Parce que chaque fois, on dit, voilà, je viendrai, je ferai ceci, je ferai cela. Yaya Iboni avait quand même écouté raison. Mais là, lorsque le Patrice Talon ne veut pas comprendre, je pense que c'est regrettable pour les Béninois. Mais ici, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui disent que l'opposition n'a qu'à s'en prendre à elle-même parce que la loi, c'est la loi quand même. Pour répondre du titre au tac à votre question, je voudrais vous dire que on peut se prévaloir de la légalité. Mais est-ce que la légalité saurait prendre le dessus sur la légitimité? Je pense que non. On ne peut pas, au nom de la loi, on ne peut pas dire que dans un pays démocratique, je le dis, je le martèle, je le dis avec beaucoup de force, on ne peut pas dire dans un pays démocratique, avec qui a plus de 30 ans de pratique démocratique, dit qu'on va à une élection législative, avec 2 listes formées de toutes pièces, montées de toutes pièces par le chef de l'État. Ce n'est pas des partis politiques qui soutiennent l'action du chef de l'État. Non, c'est 2 choses différentes. Quand on parle, je l'ai déjà dit ailleurs, quand on parle de parti de la mouvance, ça veut dire que le président est venu avec sa formation politique au pouvoir. Mais ici, que ce soit le bloc républicain, l'Union progressiste, c'est des partis qui n'existaient pas. On a formé ces deux formations politiques en nous disant qu'on voulait faire des réformes partisanes. Et que l'objectif c'était de pouvoir réduire le nombre de partis politiques. Ce n'était pas un mauvais objectif aussi parce que... Non, je ne suis pas de ceux qui disent que ce n'est pas mauvais en soi. Je ne suis pas anti-réformiste. Mais je dis, quand on a choisi d'aller à la démocratie, quand on a choisi le multipartisme, la pluralité, ça veut dire que ça a un prix à payer. Ça a un prix à payer. On ne peut pas dire en même temps qu'on est dans le multipartisme et vouloir limiter le nombre de formations politiques. Ça n'a pas de sens. Quand vous avez même fini de faire ça, et que vous-même, qui êtes géniteur de ce réforme, qui dites que vous voulez réduire le nombre de partis politiques, vous-même, vous arrivez à créer 2 formations politiques différentes. Ça a quel sens? Vous avez compris quelque chose? On réduit comme ça? Moi, je n'ai pas compris quelque chose. C'est pour vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui c'était un plan bien dessiné, bien profiné. On savait que, quand vous prenez aujourd'hui toutes les autres formations politiques, à part les formations politiques de l'opposition qu'on connaît, qui sont opposées au régime de Patrice Talon, il y a d'autres formations politiques qui s'identifient de la mouvance politique, de la mouvance présidentielle. Moël Bénin, PAD, IDBN, de la dame Claudine Présidentiaux. C'est des formations politiques qui ont refusé de rentrer dans le bloc, dans les 2 blocs. C'est les partis politiques qui se sont opposés. Donc, le chef de l'État ne voulait pas entendre. Lui, en fait, c'est quelqu'un, quand il prend quelque chose, que ça vous plaît, que ça ne vous plaît pas, vous êtes obligé de suivre. Lui, en fait, avec beaucoup de recul, je me dis que ce n'est pas un démocrate. Patrice Talon a beau être tout compétiteur, comme il le dit, encore que quand on est compétiteur, on laisse la compétition se dérouler. Quand on est compétiteur vraiment, on laisse la compétition se dérouler. On ne peut pas s'autoproclamer compétiteur et refuser la compétition. Ça, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, ce qui va se passer le 28 avril, si éventuellement les Béninois laissent passer, c'est qu'il n'y aura pas de compétition. Ce serait un match amical. Est-ce que c'est ça la démocratie? Je ne suis pas sûr que c'est ça la démocratie. Dans l'opposition béninoise, et c'est ça qui étonne beaucoup, on a au moins 2 anciens présidents qui sont encore en vie, le président Nicéphore Soglo et le docteur Thomas Boni Yayi. Ils y ont vu que du feu. Oui, vous savez, c'est comme on le disait aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je pense que c'est Patrice Talon qui a le pouvoir, c'est lui qui dicte sa loi. Vous voyez, ce que je vois plutôt, je vois aussi un petit manque de respect des aînés. Parce que de l'autre côté, au Ghana, lorsque les anciens présidents sortent, je pense qu'on arrive à obtempérer. Mais hier, on a mis du gaz lacrymogène. Mais Patrice, je me dis, c'est quelle vengeance?
Et qu'est-ce qu'il veut vraiment montrer aujourd'hui au Bénin? Mais ce qu'il fait aujourd'hui, je pense qu'il est en train de s'aimer des graines de déstabilisation de ces pays. Aujourd'hui, le Bénin va perdre d'abord sa place. Et puis de deux, on risque d'avoir des conflits. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'avais suivi sur les réseaux sociaux. Il y a un messier qui s'est dit militaire, qui dit que même les gens, l'armée béninoise, c'est pas cette armée-là qui est en train de tirer. Il paraît que c'est une armée d'un pays que vous ne pouvez pas citer. Des grands lacs, bien sûr. Vous voyez, là, moi, ça m'a fait peur. Je me dis, mais écoute, le président, si il n'a pas vraiment eu le temps d'écouter les anciens présidents, il revient aux anciens présidents de faire un tour au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, il paraît que le Bénin, c'est le pays où la tradition est respectée. Il faut aussi regrouper tous les chefs coutumiers et les têtes couronnées et pouvoir au moins faire une petite table ronde par rapport à la situation actuelle. Parce que si nous allons aux élections, on ne reconnaîtra plus le Bénin. Oui. On est quand même, Victor Alabi, à 8 jours du scrutin et le président Boni Yaïl a dit qu'il faut que ce processus s'arrête. Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle d'arrêter la machine? Oui, pour répondre, je dirais que à l'instant où nous sommes, tout est encore possible. Tout est encore possible. Je discutais avec certains confrères la dernière fois, il n'y a pas encore 72 heures, je leur disais que nul ne peut prédire, avec ce qui se passe aujourd'hui, connaissant le peuple béninois, aussi pacifique qu'il soit, nul ne peut prédire aujourd'hui ce qui va arriver, soit avant le 28 ou soit après le 28. Moi, j'ai peur pour Patrice Talon parce que si ce qui se raconte dans les couloirs s'avérait être vrai, c'est qu'il sera seul devant l'histoire. Il sera le seul comptable devant l'histoire. S'il va amener la veille de quelqu'un pour venir tirer sur les paisibles citoyens, il va en répondre. Ce qui est sûr, il ne va pas mourir demain, il ne va pas mourir après-demain. Il va en répondre. On sait où là où Gbagbo se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas de gaieté de quelque que je le dis. Mais je pense que quand un pouvoir oublie qu'il est au service d'un peuple et non qu'il est au service de son propre clan, je pense que c'est une erreur, c'est une erreur grave. Et quand le président pense qu'au moment où il est là, il peut tout se permettre, je le laisse à sa conscience. Je sais que c'est un homme très intelligent et s'il arrive à commettre ces erreurs-là, c'est grave. Parce que quand le président de la République même arrive à décrire cette situation d'inédit et demande à ce qu'on aille s'entendre au Parlement pour trouver des consensus, encore que ça, ce n'est que le jeu de face, ça c'est la politique. Quand il le disait, le jour où on faisait cette réunion, moi j'ai dit à des amis, ça c'est encore du plus Patrice Talon. C'est un fin stratège. C'était un cadeau empoisonné qu'il a donné à Adrien Humbedi. Lui aussi, je dis au passage que ça, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour Adrien Humbedi. Il s'est laissé faire pris par son propre piège. Parce que le jour où on votait cette loi-là à l'Assemblée, le code électoral, la charte des partis politiques, il y a un député qui s'est levé pour lui dire, président Adrien Humbedi, c'est un piège qu'on est en train de te tendre. Et si tu laisses voter cette loi-là, ça va te rattraper toi-même. Ça n'a pas manqué. Ça, une formation politique qui a plus de 50 ans d'âge. Le PRD, c'est une partie politique qui date même avant Humbedi. C'est le parti du président Akwiti. C'est plus de 50 ans d'âge qu'on revient aujourd'hui dire que cette formation politique n'est plus habilitée à aller à une élection. Qu'on dit que la Renaissance du Bénin, qui a connu un président de la République, l'FCBE de Yahi Boni, qui a quitté le pouvoir il n'y a même pas encore 3-5 qu'on dit que cette formation politique ne peut pas aller aux élections. Je pense que c'est suffisamment grave. Et si personne ne peut le dire, parce qu'aujourd'hui, avant-hier ou hier, il y a un journaliste qui a été arrêté. Quand vous interrogez aujourd'hui le classement de Reporters sans frontières, on est passé de 82 à 96, 12 places. Quand vous prenez aujourd'hui 82 à 96, ça fait 12 places. Le Togo, lui, il a gagné 10 places. OK. Quand vous prenez aujourd'hui Amnesty International, on a reculé de près de 12 places. Quand vous prenez, je n'en veux que pour preuve, la dernière décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples, qui a condamné le Bénin. Ça n'est jamais arrivé depuis que moi je suis né, que je suis observateur, que je côtoie le monde politique. Je n'ai jamais entendu qu'une Cour à l'étranger a condamné, si ce n'est pas l'affaire d'empoisonnement où on a condamné l'État béninois. Et ça, toujours ça, c'est encore avec Patrice Talon.
quand vous mettez l'un dans l'autre, ça veut dire, vous comprenez que le Bénin est descendu vraiment de son piédestal. Quand on parle de démocratie, on ne peut plus citer le Bénin comme un exemple. Aujourd'hui, en tout cas, à l'instant où nous parlons, le Bénin n'est plus un exemple en fait de démocratie. Qu'on le veuille ou pas, que ça plaise ou pas, les faits sont têtus. Quand deux anciens présidents décident de sortir dans la rue pour parler à leur peuple, je laisse même ça. Il y a 3 jours, Soglo a voulu aller dans son propre siège, un terrain que lui-même a acheté avec sa maison, dont il a fait sur le siège de sa formation politique, la Renaissance du Bénin, qu'on tente même de lui arracher, après près de 20 ans d'existence. Parce qu'on a monté des lobbies que lui-même il a formés, qu'il a pris, il a lavé. On les a montés aujourd'hui, qui sont devenus des rebelles pour arracher cette formation politique. Le président Soglo se lève avant-hier pour aller à son siège pour faire une déclaration. On a militarisé cette maison. Ça répond à quoi? C'est ça aussi la démocratie. Moi, je viens au Togo, je n'ai jamais encore vu ça. Aujourd'hui, Adjavon en exil, Komi Kouti en exil, le père Humbadi en exil, qui n'est pas en exil, Djenoté en exil. Quand vous comptez aujourd'hui le nombre de... Alors que toi-même, tu es venu par le couloir de l'exil. Mais tu renvoies tous tes opposants en exil. Ça répond à quoi? Alors, je ne trouve pas. Alors, Ruben, est-ce qu'il appartient maintenant à la CEDEAO, à l'UEMOA, d'intervenir pour appeler le président Patrice Talon à l'ordre? Oui, d'abord, je voudrais un peu rebondir à la question de répondre. Je pense que le Nigeria avait reporté les élections. Oui, et je pense que oui, vous voyez. Mais pourquoi pas le Bénin? Pourquoi pas le Bénin? Et je pense que la CEDEAO, au niveau... Moi, j'ai toujours félicité la CEDEAO en Afrique. C'est quand même une organisation sous-régionale très forte. Ils ont contraint le président Gambier à respecter la vérité des urnes, que Fayoul n'arrive toujours pas à faire accepter à tout le monde. Et je pense que la CEDEAO doit agir. La CEDEAO doit agir, sinon le Bénin est en train aujourd'hui de disparaître sur la scène de pays déclarés démocratiques. Je pense que la CEDEAO doit vraiment agir très vite avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense que si la CEDEAO fait un pas, la population sera derrière la CEDEAO. Et je pense que le président Patrice Talon aura un peu à obtempérer et puis à éviter que les pires puissent arriver au Bénin. Parce que ça serait vraiment un problème qu'on ne saura pas résoudre. Parce que lorsque je regarde les Béninois, j'attends ce qu'ils disent et tout ça, je pense que le Bénin risque aussi de déstabiliser la sous-région. Oui. Est-ce que vous attendez quelque chose de la CEDEAO? Moi, personnellement, je pense que le seul détenteur de la légitimité au Bénin, c'est le peuple béninois. Et que ce n'est pas CEDEAO, Union africaine. D'ailleurs, moi, depuis que j'observe la chose politique, les messes électoraux au Bénin, je n'ai jamais encore vu ni un envoyé spécial du président de l'ONU au Bénin pour soi-disant dire qu'on veut venir voir le climat politique à la veille d'une élection. Je n'ai jamais vu une délégation de la CEDEAO. J'en ai vu ailleurs, mais pas au Bénin. Mais ces choses faites désormais, ça prouve qu'aujourd'hui au Bénin, il y a un problème, il y a une crise. Et que si celui qui est garant de la sécurité ou de la tranquillité des Béninois ne prend pas encore la hauteur, ne prend pas encore la mesure des choses, je vais vous dire qu'il y a eu une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux et qui est passée sur les chaînes de télévision au Bénin, où le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, garant de la sécurité publique, vient dire devant micros et caméras que lui, il entend. Lui, là, il lit sur les réseaux sociaux. C'est pas que le service de renseignement est venu lui rapporter. Hein. Ce n'est pas qu'il a vu à la télé quelqu'un dire ce qu'il est en train de dire, mais que lui, là, lu sur les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser le pays, mettre le feu à sang. Et que lui, il est venu dire à ses parents, dans son village, quelque part là, que les premiers qui seront brûlés seront ceux-là. Et que les premiers qui auront des fractures multiples seront ceux-là. Quand un ministre de l'Intérieur, garant de la sécurité, vient dire ça à la télé, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Moi, j'ai peur. Ça veut dire que celui qui est chargé de ma sécurité n'est plus là. Et je dois chercher à me sécuriser moi-même.
même. Ça pose un problème. On va quand même suivre cette situation de très près et nous reviendrons encore la commenter davantage. Merci Ruben Monama Bosenjo, président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section Togo. Merci Victor Olivier Alabi, expert en communication. Oui, je voudrais finir rapidement en disant que on a beau tromper tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche de